Voilà. Voilà, l'enregistrement commence sur l'ordinateur. Donc, je vais partager mon écran. Donc, ceux qui n'ont pas pu assister la semaine dernière, est-ce que vous avez pu récupérer l'enregistrement sur la chaîne YouTube? Hello Anne-Marie, oui, 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 merci pour ton travail et tes publications. Je t'avoue que c'est génial parce que ça permet aussi de faire ça en plusieurs étapes et d'absorber au fur et à mesure. Bonsoir à tous, hein, désolé. Ouais, et Merci. puis là, je me rends compte, je sais que j'ai discuté par WhatsApp avec Lynn hier et aujourd'hui, en fait, ce que je vous ai préparé pour ce soir. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout parce que on verra jusqu'où ça nous mène. Ça serait peut-être très très vite parce que je crois que j'ai été un petit peu ambitieuse. Alors voilà ce qui nous restait à faire sur les mollusques. Alors je vous rappelle que leur critère exclusif, c'est un manteau, un corps mou, un manteau qui est sécréteur de coquilles. Donc pratiquement tous les mollusques ont une coquille, sauf quelques rares classes dont quelques classes de nudibranches et puis les poulpes. Sinon, tous les autres ont une coquille, qu'elle soit externe ou interne. Elle peut être très développée ou être peut-être extrêmement petite. Et pour en venir aux nudibranches, ce que je vous avais dit, c'est que certains ont des petits spicules à l'intérieur de leur corps, donc on ne les voit pas, mais c'est considéré comme étant une coquille, étant donné que le processus de fabrication de ces spicules est le même que le processus de fabrication de la coquille. Et l'autre caractère exclusif, c'est une structure buccale chitineuse, donc c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Alors, chez la plupart des mollusques, ça va être ce qu'on appelle une radula, donc une lampe râpeuse, en fait, ça ressemble vraiment à une râpe, qui va leur permettre de brouter très facilement les algues sur le substrat, donc euh, les, en râpant les algues, mais pas seulement, parce que ce que vous verrez aujourd'hui, c'est que certains gastéropodes, en fait, sont aussi des carnivores, et cette structure buccale va leur permettre de manger leur proie. Et puis, chez les céphalopodes, en fait, cette radula, cette langue râpeuse, est remplacée par un bec, qui est lui aussi en chitine. Et donc, ce qui nous reste à voir aujourd'hui, donc dans les 5 classes ici de mollusques que que nous, plongeurs, pouvons rencontrer, finalement, ce sont les 3 plus importantes, qu'on appelle les bivalves ou lamellibranches. On avait tout juste commencé la semaine dernière quand il y a eu une panne de courant qui nous a fait interrompre. Euh, on aura aussi à faire les gastéropodes et les céphalopodes. Alors du coup, je vais repartir à zéro sur les bivalves. C'est vrai que j'ai réalisé que c'était un peu dense ce que je vous avais fait la semaine dernière. Et donc, les bivalves, pour illustrer, ben, je vous ai mis une photo de moules à l'affleurement. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des mollusques qui sont toujours aquatiques. Ils peuvent être d'eau douce ou bien d'eau de mer. Alors, la plupart des bivalves sont des bivalves marins, mais on rencontre pas mal d'espèces d'eau douce. Vous aviez cité les huîtres l'autre jour, des huîtres d'eau douce qui produisent aussi des perles d'eau douce. On va rencontrer des palourdes, des moules, des pétoncles, les coquilles Saint-Jacques, enfin voilà, tout ce qui est à deux valves. Donc c'est vraiment ça qui caractérise les bivalves, en fait, c'est que leur coquille est en deux parties articulées. Leur corps, il est complètement aplati latéralement, donc il y a aucune symétrie bilatérale qu'on peut voir. Quand vous ouvrez une huître ou une moule, voilà, il y a pas de symétrie. La tête a complètement disparu et les valves, comme je vous le disais, elles sont articulées par une charnière et alors dans la plupart des espèces de bivalves, elles seront réunies par un ligament élastique. Alors, j'ai lu, cette semaine que pour de rares espèces, en fait, il y a pas de ligament qui permet de maintenir les charnières entre elles
Et pour ces espèces qui n'ont pas de ligaments, ce sont des muscles très puissants qui agissent un peu comme des ventouses et qui permettent le maintien des 2 valves, au contact. Alors là, je vous montre un exemple, de coque où voilà, vous pouvez voir, la charnière, ici et voilà, vue sous un autre angle et donc ce qui va aussi les caractériser, c'est que la plupart, ce sont des espèces sédentaires. Alors les espèces qui sont sédentaires, elles sont fixées soit par une valve, au substrat, que ce substrat soit ça peut être de la roche, ça peut être, un bateau, enfin voilà, n'importe quoi qui est dur. Ça peut être, des piliers de bois pour les élevages de moules aussi, enfin les moules sur bouche enfin les moules de boucheot en particulier et d'autres espèces sont fixées par un byssus. Alors le byssus, qu'est-ce que c'est? C'est un faisceau de filaments constitué principalement de protéines et on verra plus en détail tout à l'heure ce que c'est. Et d'autres espèces alors je vous ai dit que la plupart des espèces étaient sédentaires, hein. Bon, il y en a pas mal aussi qui vivent, libres, mais la plupart du temps, elles sont cachées dans des anfractuosités dont elles sortiront très rarement. Donc c'est pour ça elles sont assimilées un petit peu comme étant des espèces fixées. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi et vraiment celles qui sont libres, je dirais, ce sont celles, qui vont être, enfouies dans le sable ou dans la vase et qui peuvent facilement s'en extraire et se déplacer. Celles qui vivent dans les anfractuosités en général, elles restent dans les trous de roche et finalement, à mesure qu'elles grandissent, le trou, va devenir, trop petit pour elles pour sortir, donc finalement, elles sont assimilées plus ou moins à des espèces, fixées. Alors pour illustrer, ces propos, je vous ai mis, ici, des huîtres, «sauvages» entre guillemets. Alors c'est vrai que les huîtres d'élevage sont mises dans des sacs et donc elles sont pas fixées. Les huîtres sauvages sont fixées par une valve sur la roche. Donc vous en voyez un exemple, ici. Autre exemple, de bivalve fixé. Alors je ne sais pas si vous le voyez ici. Ceux qui étaient là la semaine dernière, je crois qu'on avait déjà vu cette photo, donc vous devriez, repérer le bivalve. Je ne sais pas si vous avez mis vos micros. Alors le bivalve, voilà. Est-ce que vous le voyez ici, cette forme légèrement arrondie? Donc Oui, là, oui. sa Ok. coquille est entièrement recouverte, par une éponge Mm. que, vous voyez, d'autres individus de cette éponge, tout autour sur le substrat et puis il y a aussi, probablement des algues et j'imagine, des cnidaires. Il faudrait zoomer, davantage sur la photo et c'est vrai que quand on plonge, bah, très souvent on passe à côté, on voit absolument rien et ce qui va attirer notre regard, c'est que comme ce sont des animaux filtreurs, pour pouvoir se nourrir, ils sont obligés d'ouvrir un petit peu les 2 valves et quand on passe à côté, le moindre mouvement d'eau ou le moindre, éclairage, en fait, va faire qu'ils vont se sentir menacés et ils vont se fermer et du coin de l'œil, en fait, on va percevoir un mouvement qui va nous intriguer et puis quand on va s'approcher, on va se dire: «Tiens, c'est curieux quand même, là, il y a une forme un petit peu circulaire, par rapport au reste à côté, il y a une différence, c'est un petit peu en relief» et si vous prenez le temps, voilà, donc là, vous voyez cette forme un peu en relief. Alors, vous voyez, c'est pas très gros, là, c'est un petit goby, qu'on a l'habitude de voir en plongée qui doit faire, allez, celui-ci 2-3 centimètres maximum. Ça vous donne, l'échelle ici du bivalve et si vous prenez votre temps, bah, finalement, il va finir par s'ouvrir et voilà ce que vous pouvez voir. Alors si on zoome un peu, donc vous voyez la coquille, et ici on voit la limite, donc complètement concrétionnée par différentes espèces, aussi bien animales que végétales et ici, ce que vous voyez en noir et blanc, c'est le manteau. Alors, en fait, je pense que ça doit être,
de la famille des spondyles. J'ai pas réussi à identifier l'espèce exacte, mais voilà, c'est un peu la même classe que les coquilles Saint-Jacques. Et voilà, si vous zoomez voilà, un peu plus, alors là, il avait commencé de se refermer. Ben, vous voyez le manteau et puis là, toutes ces petites billes noires, je vous avais dit, ce sont des petits yeux. Alors, c'est pas des yeux au même sens que les yeux des mammifères, hein, ou des poissons, mais ça va permettre, ce sont des capteurs oculaires qui vont permettre de détecter les mouvements ou les variations de luminosité. Et quand je vous disais que c'était très colonisé, je sais pas si vous voyez ici, Oui. voilà, en fait, alors là, ici où j'ai mis la souris, c'est un petit peu flou, mais vous avez des petits cnidaires qui sont en bordure de coquilles et qui sont là un petit peu comme des opportunistes, en fait, qui vont profiter de ce que le bivalve va créer un courant d'eau à l'aide de des siphons pour pouvoir se nourrir et puis aussi se ventiler. Et ces petits cnidaires, ben, ils vont en profiter. Ils vont être au niveau du courant et du coup, ça va leur permettre aussi de s'alimenter. Et quand je vous parlais que d'autres sont fixés par du byssus, alors là, je vous ai mis un exemple de ces fibres. Et donc, ce sont des fibres qui sont extrêmement solides, qui étaient connues depuis très très longtemps, puisqu'en fait, c'est mentionné dans la pierre de Rosette. Et c'était utilisé. Alors, on pense que la toison d'or que Jason et les Argonautes sont partis chercher aurait été faite aussi peut-être en cette matière. Alors, on l'appelait le byssus, le lin d'or aussi. Donc, c'est produit notamment par les moules, mais pas que les moules, hein. Mais les moules sont une espèce qui vit fixée à la roche grâce à ces fibres. Et en fait, c'est formé à l'intérieur du corps de l'animal. C'est un peu comme une espèce de mousse liquide collante. Et dès que le pied du mollusque commence à pomper, ça produit des filaments qui vont se solidifier dès qu'ils sont au contact de l'eau, en fait, dès qu'ils vont sortir du corps de l'animal. Et là, vous voyez plusieurs exemples sur cette colonie. Alors là aussi, ce sont des moules sauvages. Alors, bah, chez les moules, en fait, en général, ça va être retiré avant d'être consommé parce que c'est pas très, très agréable, hein. Et là, vous voyez en plus gros sur ce zoom à quoi ça ressemble. Et ces fibres qui sont à base de protéines et puis d'autres molécules, en fait, notamment la kératine, sont extrêmement adhésives, même sous l'eau. On en a tous fait l'expérience. En fait, quand vous essayez de décrocher des moules d'un rocher, c'est pas si facile que ça. Et, euh, et associé à ces protéines, en fait, vous avez des ions ferriques qui, qui font que c'est extrêmement résistant à l'usure et ça peut aussi s'étendre facilement sans casser. Et il y a même certains chirurgiens, j'avais lu il y a quelques années, il y a une dizaine d'années en fait, qui pensaient utiliser les fibres de byssus en fait en essayant de, comment dire, de les rendre plus souples en fait, de les utiliser comme colle biologique en chirurgie pour au lieu de faire des points de suture en fait de prendre ces protéines qui sont à la base du byssus pour refermer les ouvertures. Et aussi sur certaines prothèses, en fait. Donc, il y a des essais médicaux en cours. Et l'un des animaux qui est l'un des plus gros producteurs de byssus au monde, en fait, c'est la fameuse grande nacre de Méditerranée. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà vu, si vous avez plongé en Méditerranée. Oui, Alors, oui. nous, on en a quelques-unes aux Antilles, mais elle peut mesurer jusqu'à 80 centimètres. Alors maintenant, c'est une espèce protégée parce qu'elle a été surpêchée justement à cause de son byssus, mais aussi de sa nacre. Et avec ce byssus, en fait, au Moyen Âge, on filait aussi bien des liens
qu'on fabriquait des gants. Et cette matière, elle a été récoltée jusqu'au milieu du XXe siècle, principalement dans le golfe de Tarente et aussi en Sardaigne. Alors, la seule production qui est encore faite de nos jours, c'est en Sardaigne. Et un coquillage, une nacre de 80 centimètres, en fait, elle donne à peu près voilà, 2 grammes de fibres. Donc, si vous le retirez, évidemment, si vous retirez tout, votre coquillage, bah, il peut plus tenir en place, donc il va falloir qu'il en reproduise. J'ai pas trouvé d'informations sur la vitesse de production. Donc voilà, j'imagine qu'en Sardaigne, en fait, ils doivent en prélever une petite quantité et en laisser suffisamment pour que l'animal puisse continuer à vivre. C'est ce qui serait logique, mais là, on pourra chercher chacun de notre côté. Et donc, quand ces fibres sont prélevées, donc c'est lavé, c'est éclairci par un procédé chimique et cardé. Et je vais vous montrer un exemple de gants. Donc, on en fait toujours, en fait, des gants, des bonnets, et c'est toujours des objets très luxueux. Et là, c'est pour vous montrer, en fait, à partir du byssus de nacre, voilà ce qui est fabriqué. Et donc, ce sont des gants extrêmement, extrêmement solides. Oh, ça coûte une fortune aussi. Alors, voilà, par comparaison, ça, c'est la nacre épineuse qu'on va rencontrer dans nos eaux antillaises. Et si vous approchez tout doucement et que vous regardez, ben, vous pouvez voir ici son manteau. Et donc, en fait, là, toutes ces petites extensions, tous ces tissus, alors non seulement ça lui permet de contrôler la taille de ce qui va rentrer à l'intérieur, mais alors ce sont aussi des capteurs sensoriels qui lui permettent d'échanger avec son environnement. Échanger quoi? Bah, des gaz pour la respiration, capter des particules qui vont ensuite être amenées à l'intérieur, et puis aussi détecter des molécules chimiques émises par d'autres animaux. Oui, c'est une question? Non, pas de question? Voilà. Et donc voilà. Alors maintenant, je vous ai parlé aussi d'animaux qui vivent cachés dans des anfractuosités. Bah voilà notre fameuse limerèche qu'on voit très fréquemment au cours de nos plongées. Donc en général, ce qu'on verra surtout, ce sont donc tous ces tentacules qui sortent. Comment? Alors, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je ne sais pas si c'est une question qui est posée. Si tu poses une question, parle un peu plus fort. Alors attends, je monte le son parce que je n'entends pas ta question. On n'entend pas la question. Alors le son est très assuré et très faible. Ce que je vais te suggérer éventuellement, c'est que tu mettes ta question dans le chat. Parce que j'ai essayé d'entendre, mais là, je n'entends rien. Donc, si tu peux taper la question dans le chat ou le commentaire dans le chat. N'oubliez pas, c'est que vous êtes les bienvenus et je vous invite à faire des commentaires pendant cette présentation. N'hésitez pas à interrompre et à poser des questions à tout moment. Et donc là, si le micro ne fonctionne pas bien, utilisez le chat. Donc, moi, Anne-Marie, c'est la question que j'avais à te poser tout à l'heure. Tu parlais des fameux bivalves là, de 80 cm. Oui, Ça ressemble à des moules, mais c'est comestible, ça se mange? les grandes nacres. Oui. Bonne question. Alors, je t'avouerais que manger un mollusque filtreur avec tout ce qu'il y a dans la mer, un mollusque filtreur de cette taille-là, ça me tenterait pas trop.
Oui, j'avoue, mais ouais. enfin, on mange les moules, on mange les huîtres, voilà, Oui, c'est. mais là, 80 centimètres, alors je pense que pour atteindre cette taille-là, elles sont pas toutes jeunes non plus. Il faudra aller creuser un petit peu plus. Mais je sais pas, j'imagine que oui, quoi. Je crois que ça peut vivre des dizaines d'années, une grande nacre. Une grande naque, oui. Pour atteindre 80 centimètres, c'est des dizaines d'années. C'est ce qui me semblait aussi. Alors, à l'époque, j'imagine, oui, ça a dû être mangé. Maintenant, est-ce que c'est bon quand cette taille-là? Je ne sais pas. Mais je pense que des personnes ont dû essayer, ça peut être mangé. Alors là, je vais pas quitter le partage d'écran pour aller vérifier, mais peut-être que l'un d'entre vous, en parallèle, peut jeter un petit coup d'œil où on regardera à la fin ou Alors pour la semaine prochaine. visiblement, on peut les manger et en Grèce surtout et en Turquie, ça se mange. D'accord. Et du coup, ça a quasiment disparu à cause de ça. Oui, puis le byssus aussi, parce que bah, en fait, elles étaient complètement, enfin, elles étaient prélevées complètement, leur byssus pris, et du coup, oui, manger alors. Plus la nacre à l'intérieur qui était utilisée. Donc il y avait ça aussi. Mais voilà, même si ça se mange à l'heure actuelle en Grèce et en Turquie, c'est vrai qu'avec tous les produits chimiques qu'il y a dans la mer et puis les nanoparticules de plastique, en fait, plus votre animal filtreur va être grand en taille, plus potentiellement il sera chargé en produits chimiques et en nanoparticules dans ses tissus. Donc les consommer. Alors, les petits comme les moules ou les huîtres, voilà, ça passe encore, mais les gros bivalves, donc c'est pas fantastique, quoi. Et quand je vous disais donc que les limes vivaient dans les cavités, alors bah, c'est très rare de les voir sortis et ça peut arriver. Donc voilà, ça c'était une plongée à la petite sirène. Et bon, on a trouvé une lime par terre. Je crois que j'étais avec Lynn et Sandy sur cette plongée. Et vous voyez, ça vous permet de voir en fait le coquillage. Et là, elle a pu rentrer tous ses tentacules. Et puis, ben, en partant, on l'a remis dans une anfractuosité, alors un peu trop grande pour elle, mais elle se débrouillera après. Et il faut savoir en fait que pour se déplacer, c'est tout simple en fait. Elles avancent à reculons en ouvrant et en fermant rapidement leurs 2 valves, et donc elles vont partir. Alors, si vous voyez la charnière, donc la direction, ça va être, là de la droite vers la gauche, donc dans ce sens-là, et elles vont utiliser aussi leur siphon. Et d'ailleurs ça, vous pouvez voir ce mouvement quand vous regardez dans une anfractuosité, vous allez les voir, parfois qui vont se fermer rapidement et aller se réfugier tout au fond de la cavité. Et voilà un autre bivalve. Donc ça, c'était en plongée de nuit, juste pour vous illustrer. Donc voilà, vous vous dites, bah tiens, un coquillage sur le sable, c'est curieux, je vais le ramasser. Alors lui, il fait partie des espèces puisseurs qui normalement est caché dans le sable ou dans la vase. Et parfois, en fait, vous pouvez le rencontrer. Et celui-là n'était pas mort, en fait. Il était pas vide du tout, il était bien vivant. Et quand vous l'observez, vous voyez que il va s'ouvrir gentiment. Donc, vous voyez là, ici, c'est les organes sensoriels qui lui servent à détecter un petit peu son environnement. Et puis, d'un seul coup, il va bâiller un peu plus et vite, il va partir en pleine eau. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est un pied qui a un peu une forme de soc de charrue. Et non seulement ça lui permet de s'enfoncer rapidement dans le sédiment, ou alors de s'élancer. Et en fait, quand il commence à s'ouvrir, vous avez le pied qui va sortir, il va prendre un appui, donner comme une impulsion, et ensuite le coquillage va partir en pleine eau en ouvrant et en fermant rapidement ses 2 valves. Et celui-ci, pour vous dire toute la vérité, euh, ça avait bien fait rire Lynn, parce que j'ai dû passer 20 minutes pour essayer
d'en faire une vidéo. Il est parti en pleine eau 3 fois, mais c'est tellement rapide que c'est impossible, en fait. Et à chaque fois, en fait, il se précipitait contre mon corps. Donc vous vous positionnez en faisant la mise au point, en vous disant: «Voilà, je vais cliquer sur, la vidéo, je lance la vidéo» et en fait, c'est un mouvement qui est extrêmement rapide et très difficile à prendre et là, vous avez juste, une photo du pied qui vous montre, la manière dont il donne l'impulsion. Et en général, ces coquillages fuisseurs, la seule chose que vous verrez, ce sont l'extrémité de leurs 2 siphons qui leur servent à la fois à la nutrition et à la respiration. Alors, oui, ils peuvent utiliser ici, quand ils sont, au niveau, de la surface du sol, ils vont pouvoir respirer directement, sans sortir leur siphon. Mais quand ils sont enterrés, voilà ce que vous verrez. Et dernière catégorie, après les fixés et les libres, vous avez des espèces qui sont foreuses, on les appelle aussi térébrantes et qui vont forer la roche ou le bois et là, alors je vous mets quelques petits exemples. Alors il y a la date de mer que vous allez, rencontrer, en Bretagne, en Méditerranée. Alors ça, c'est comestible. Et là, vous voyez en général ce qu'on va voir du coq alors on verra pas forcément autant que cette coquille ici. Mais voilà ici sur, sur le substrat, alors vous voyez, il y a plein de choses, il y a des éponges, là il y a des petits cnidaires en fait, des petites anémones qu'on appelle des parazoanthus et là vous voyez, il y a des siphons, 2 siphons à chaque fois, ici et là. Bah, à chaque fois, ce sont des dattes de mer et là vous avez un très bel exemple où les siphons sont bien sortis et les dattes de mer, alors c'est comestible et maintenant c'est une espèce, qui est protégée, alors non pas parce qu'elle soit rare, mais à cause, des dégâts qui sont faits par, les pêcheurs. Donc c'est pêché, au marteau, au burin, ça a même été pêché à la dynamite, c'est très recherché et ça fait énormément enfin la pêche de ce bivalve en fait, occasionnait beaucoup de dégâts sur, les littoraux donc maintenant il a été classé comme espèce protégée. Seules quelques personnes, en prélèvent mais c'est très rare. Alors lui, c'est ce qu'on appelle un foreur chimique donc pour creuser des trous dans la roche, il va produire, une substance acide qui va lui permettre de dissoudre la roche. Alors on le trouvera principalement dans du substrat calcaire, c'est ce qui se dissout le mieux et un autre exemple de foreur, c'est ce qu'on appelle la pholade. Alors on en voit énormément, en Normandie. En fait, sur toutes les falaises, de craie, si vous vous promenez sur les strands, en fait, il y a des traces de pholade partout et la pholade, par contre, elle, c'est un foreur mécanique. Alors, y a je vous dirai un mot, en fait, il y a plusieurs espèces de pholades. Donc cet exemple de pholade qu'on trouve en Normandie, le Pholas dactylus, lui, c'est un foreur uniquement mécanique et comment il va faire? Alors vous voyez que là, il vit dans un trou et ce trou, il a exactement la forme de la coquille. Alors ce qui va se passer, c'est que la larve va venir, se fixer sur un substrat. Alors on ne sait pas, est-ce qu'il y a déjà un trou ou est-ce qu'elle commence à creuser son petit trou, sa petite niche? Et à mesure, qu'elle grandit, que l'animal va devenir, progressivement, adulte, en fait, il va creuser un trou à l'intérieur de la roche qui va s'agrandir au fur et à mesure de la croissance de la pholade. Et pour creuser son trou, alors voilà, vous avez, une coquille de pholade. Alors ça, on en trouve plein sur les plages, sur les strands à marée basse, en Normandie. Vous voyez en fait, que sa coquille a une forme particulière et en fait, il va tourner sur lui-même et vous voyez là, c'est crénelé sur le bord et c'est ça qui va éroder
qui va user la roche. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit une roche qui soit trop dure pour faire ça. Vous n'en verrez pas dans du granit, par exemple, ni dans des gneiss. On peut en trouver dans des grès, mais c'est vraiment le calcaire, sa roche de prédilection. Et là, voilà, c'est sur une plage en Normandie. Voilà ce que vous allez voir. Donc là, vous avez des anciens trous de phollate, donc les animaux ont disparu. Et puis là, on aperçoit des bouts de coquilles. Alors, ceux-là, ils ont l'air d'être morts. Mais voilà, donc vous avez des trous qui sont, quand ils sont pris, coupés perpendiculairement à la section allongée de l'animal, en fait, c'est des trous qui sont parfaitement ronds. Et en général, vous aurez que les siphons, là aussi, qui vont sortir, qui vont dépasser et qui vont lui permettre de respirer et de se nourrir, et puis aussi d'évacuer tous ces déchets. Et là, voilà un autre exemple. Donc, vous voyez sa coquille qui est renflée et concentrique. Et donc, ce sont des mouvements qui sont très, très lents, ces mouvements de rotation, des amplitudes faibles. Et l'usure, en fait, de la roche, c'est quelques millimètres par mois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, ça lui suffit, ça correspond aux vitesses de croissance de l'animal. Et ce mouvement, il est rendu possible grâce au pied. Et donc, il va se fixer. Donc, c'est un pied qui est analogue au pied que vous avez vu tout à l'heure pour le bivalve qui partait en pleine eau. Et ce pied se fixe à la paroi de la cavité, de son tunnel qu'il est en train de creuser. Donc, c'est un effet de ventouse. Et donc, il va tirer, il va faire pivoter sur lui-même, en fait, la coquille tout doucement, très lentement. Et donc, ça a été observé pour cette espèce et on pense que pour la plupart des foreurs, c'est le même principe. Et donc, pour certaines espèces de phollades, comme je vous l'ai dit, cette action mécanique, ce creusement mécanique peut être couplé à la sécrétion d'une substance acide, mais ça n'est pas le cas de toutes les phollades. Et là, je vous montre encore un exemple. Donc, vous avez le siphon qui sort. Alors, ils sont assez impressionnants, en fait. Ils font 4 à 5 fois la longueur de la coquille. Et à l'âge adulte, en fait, ils peuvent pas se rétracter complètement. En fait, ils sont tellement grands. L'animal est vraiment très souvent, en fait, il est à l'abri. Voilà. Enfin, profond, c'est relatif, c'est par rapport à sa taille. Il est enfoui assez profondément dans la roche, donc il lui faut des siphons qui soient assez conséquents pour pouvoir aller respirer, s'alimenter, enfin aller chercher sa nourriture. Donc à l'âge adulte, en fait, c'est 4 à 5 fois la longueur de la coquille, ce qui est considérable pour, ces animaux. Alors en fait, les coquilles de phollade, vous en voyez, enfin, moi, c'est que j'ai vu. J'ai pas regardé la taille maximale, mais facilement 6 à 7 centimètres de long. Donc, c'est-à-dire des siphons qui peuvent faire jusqu'à une vingtaine de centimètres. Et là, vous avez un autre exemple de bivalve foreur, en fait, qui vit dans la roche où vous voyez, en fait, tous les individus, on les repère grâce à leur siphon. Donc, ce ne sont pas des tuniciers. Alors, les tuniciers, vous les avez pas fait encore. Vous les ferez, je crois, dans 15 jours avec Christophe. Mais vous verrez que certains tuniciers, ils vont avoir 2 orifices, un orifice exhalant et un orifice inhalant, mais ils seront pas positionnés de cette manière-là. Et puis, il y aura d'autres caractéristiques qui sont différentes. Là, ce que vous voyez, ce sont bien des siphons de bivalve. Et oui, si vous vous amusez à faire un petit courant d'eau avec votre main, ou à les toucher très délicatement, vous verrez que les ouvertures vont se refermer, tout comme les tuniciers. Mais la forme, la disposition des siphons est vraiment particulière. Vous voyez, ils sont vraiment côte à côte, de même dimension. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les siphons? Oui, et c'est pas non plus
On aurait pu penser que ça pouvait être des trous d'éponge avec le restant du corps de l'éponge recouvert par des algues, mais du fait qu'ils bougent, qu'ils se contractent quand il y a du mouvement dans leur voisinage, en fait, ça fait que ce ne sont pas des éponges. N'oubliez pas que les éponges n'ont pas de système nerveux, donc leurs trous ne se ferment pas. Voilà, vous voyez, c'est à ça que vous allez pouvoir les différencier. Donc ça, c'est en Méditerranée et voici toujours la même espèce. Donc voilà, c'est extrêmement rare. En fait, c'est quasiment impossible de voir des nids vivantes. Vous trouverez des coquilles vides si vous avez de la chance, mais là, vous voyez les 2 siphons et ce qu'on voit, en fait, c'est ils sont quasiment connectés entre eux, ce qui n'est pas le cas pour, quand vous ferez les tuniciers, les acidies, les siphons sont vraiment séparés. Et là, vous avez un autre exemple et ça a été recouvert, vous voyez, il y a une éponge rouge encroûtante sur le substrat et le substrat, on sait que c'est de la roche, du fait que vous ayez ces bivalves foreurs qui soient présents. Et cette roche a été en partie recouverte par des éponges, mais pas que. Vous avez aussi des algues et d'autres espèces. Et Dis-moi, alors, Anne-Marie, oui, attends, vas-y. excuse-moi. Dans la photo de droite, là, il y a une espèce de verre ou de tige, je sais pas trop quoi, les beiges à droite. Ici? Non, 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 de l'autre droite, l'autre photo. Alors, droite. Ici, droite. Voilà, là, voilà. Là. Cette Alors, rouge, là. oui. Écoute, ça, je sais pas. Ça ressemble en effet à un petit ver. Je pense pas que ce soit l'animal. C'est pas un de ses appendices. Il faudrait zoomer, mais oui, ça peut être un petit ver ou une larve, en effet. Alors, c'est vrai que très souvent, en fait, les vers, ils vont aller chercher des abris. Alors, je sais pas si pour lui, c'est une bonne idée d'aller dans le siphon d'une mie. Pas forcément. Je sais pas si elle va le manger, c'est possible. Euh, alors, ce sont des animaux filtreurs qui prendront plutôt du plancton. Ça, c'est peut-être un petit peu gros, mais va savoir. Je sais pas. Après, il peut y avoir, voilà, entre les bivalves et d'autres espèces, en fait, il y a des associations, des partenariats. Donc, si le petit ver ne dérange pas la mie, elle peut lui servir d'abri. Tout à l'heure, les nacres, en fait, bon, c'est vrai que je pensais pas vous le dire là, mais ça m'y fait penser. Dans les nacres, alors moi, je n'ai jamais réussi à le voir, mais il y a un tout petit crabe minuscule qui vit en association avec les nacres, avec les grandes nacres. Et, en fait, c'est plus le petit crabe qui va donner le signal de la fermeture à la nacre. Et enfin, j'ai jamais réussi à le voir. Alors, il est logé assez profond à l'intérieur, à la base de la nacre, sachant que la nacre est positionnée verticalement. Mais j'ai des amis chercheurs en biologie marine, en fait, qui les ont déjà vus. Moi, j'ai pas réussi. Ça fait partie je dirais, de la wishlist, en fait, des rêves de pouvoir les observer in situ, mais c'est extrêmement rare. Et là, c'est possible qu'il y ait une association. Bon, il faudrait demander à Frédéric, c'est lui qui a pris la photo, si s'il en sait davantage. Et là, c'est un petit clin d'œil. Alors, je pense qu'il y en a 2 parmi vous qui vont reconnaître. C'est petit clin d'œil à Margot et à Greg. Donc, ce que vous voyez sur cette photo, il y a plein de petits tubes calcaires cylindriques. Donc, eux devraient être capables de vous dire ce que c'est. Alors, il y en a partout. Ça, c'est une photo qui a été prise lors d'une mission où on était ensemble à Saint-Vincent l'an dernier et sur une épave. Vous voyez ici un bout. Et quand vous regardez, en fait, voilà, il y a des morceaux de bois de cette épave ancienne. Vous voyez tous ces types calcaires qui
quand vous les regardez, en fait, aussi bien l'intérieur que l'extérieur, il est lisse. Alors, il y en a partout dans le sol, dans le sédiment autour de l'épave. Il y a plein de morceaux partout. Et puis, dans le bois, on en voit aussi énormément. Est-ce que vous savez ce que c'est? On en a remonté pas mal, hein, quand on utilisait la suceuse pour dégager. Je dirais pas qu'on remontait que ça, mais on en remontait beaucoup. Et je me lance, ce sont des tarés, des vers de tarés. Voilà. Et voilà un autre exemple. Voilà, vous les voyez ici. Donc des vers de tarais. Alors, sauf que ce ne sont pas des vers, ce sont des mollusques. Et malgré leur forme, ce sont des bivalves. Et c'est vrai que les tarais, quand on voit ces tubes, on pense à des vers qui rongent le bois, mais en fait, ça a une forme de ver, mais ce n'est pas un ver, c'est un mollusque bivalve. Et en fait, le tube, tous ces tubes que vous voyez, ils sont sécrétés par l'animal. Alors, il va avoir en fait des valves qui comportent 3 lobes distincts. Il a plein d'appendices. Alors, je vais peut-être pas rentrer complètement dans le détail ici, mais en fait, la coquille, les 2 valves vont représenter seulement 1/10 de la longueur de l'animal. Et la longueur en fait du tube, en général, ça fait entre 12 et 20 centimètres, un diamètre de 5 à 6 millimètres, donc c'est pas énorme, donc 1,5 centimètre de diamètre, et ça peut aller jusqu'à 60 centimètres de long. Et en fait, le taret, il vit dans le bois qui va coloniser en creusant des galeries. Donc on appelle ça des terriers. Donc là, vous voyez sur ce schéma. Et à mesure qu'il creuse ces galeries, il va sécréter du calcaire. Donc, il va prélever les éléments, le carbonate de calcium. En fait, le calcium et le CO2, il va le prélever dans l'eau pour fabriquer son calcaire. Et à mesure qu'il creuse les galeries, donc là, vous avez des exemples de galeries vides, il va recouvrir la paroi sur des épaisseurs relativement fines. En fait, si vous avez l'occasion d'avoir des morceaux de taret, alors moi j'en ai gardé quelques-uns justement pour illustrer les courbiaux. Donc quand je serai en Martinique, je pourrais vous les montrer si vous n'en avez jamais vu. Mais c'est une épaisseur qui fait même pas 1 millimètre. C'est vraiment extrêmement fin, c'est fragile. Et puis à mesure que l'animal va grandir, les galeries qui étaient très fines au départ vont s'élargir. Et en fait, l'animal, il va se retrouver entièrement prisonnier. Et c'est ça qui va. Alors, je reviens sur cette image du bois que vous avez ici. Alors, vous voyez, là, il y a eu quand même une quantité considérable de galeries. On a l'impression de voir que ça sur la surface. Et c'est ça, pratiquement, qui va être la cause de la destruction des épaves en bois. Donc, tant que c'est protégé, maintenu dans le sédiment, en fait, c'est préservé. Mais là, vous avez un autre bout de bois, c'est quasiment que des tarets, que des coquilles de tarets. Et juste pour vous montrer, parce que c'est assez curieux. Alors sur lui, je passe un petit peu de temps parce que c'est vrai que moi, tout comme vous, je pensais que c'était un ver au départ, à cause de sa forme. Et les tout premiers que j'ai vus, c'était l'an dernier. Et puis en farfouillant, en creusant, je me dis: «Mais non, mais c'est pas un ver». Et donc vous avez la coquille qui est là et vous voyez qu'elle est vraiment très petite par rapport à la longueur totale de l'animal. Et en fait, ce que vous avez quasiment dans tout le tube, ça va être des branchies, qui vont faire presque toute la longueur du tube. Et à l'extrémité, en fait, ce que vous allez avoir, c'est 2 petites palettes calcaires qui vont permettre de boucher l'extrémité du tube, si jamais, il faut que, voilà, ça devienne hermétique. Alors pour, X raisons, soit il se sent en danger, soit alors des prédateurs, je pense qu'il est quand même bien protégé. C'est peut-être plus, si jamais il y a des particules, des apports de particules très importants,
Donc il ferme pour se protéger. Peut-être certaines substances chimiques aussi, je ne sais pas. Et par cette extrémité, en fait, vous avez comme des petits tentacules, en fait, qui sortent et qui vont, permettre de créer un courant d'eau et donc l'eau, va rentrer à l'intérieur. Donc vous avez les petites flèches, qui vous montrent le courant d'eau. Donc les échanges, au niveau de l'oxygène vont se faire, tout le long du tube, au niveau de la branchie et puis les aliments vont arriver, en fait, jusqu'au niveau de la bouche, en fait, qui va être située ici et tout ce qui est, va être rejeté, va repartir par le tube et être rejeté à l'extérieur. Donc c'est Donc, vraiment particulier comme animal. il mange pas du bois. Et en fait, il se nourrit de ce qu'il inhale par ses palettes là. Ouais, Et ce qui va avec sa arriver, bouche, mais il se nourrit crache pas le de bois. bois. Non. Et en Donc, fait, il crache le bois, il l'excrète pour faire sa galerie juste. voilà, pour faire sa galerie. Alors j'ai essayé de voir, je sais plus si je vous ai mis une photo. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pas joli. Oui, c'est un ami Christian qui a fait cette photo en laboratoire. Et là, vous avez des exemples. En fait, voilà, les coquilles sont là. Et là, il n'y a qu'un seul petit bout de branchie. Donc, vous imaginez que ça va se poursuivre. Et là, il y a un autre exemple de coquille. Et par contre, il a pas mis, il faudrait que je le contacte pour lui demander. Cette partie-là, je ne sais pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est une autre coquille aussi d'un autre individu? Je ne sais pas. Ça a l'air quand même rigide. Donc, je ne sais pas. Et je vois pas d'articulation. Donc, pour moi, il y a pas, c'est pas la partie avec les palettes calcaires. Donc, je pense que ce sont 3 exemples de coquilles. J'ai pas eu le temps de le contacter, je lui demanderai. Mais ça, on le voit jamais, en fait. Faudrait trouver, en fait, faut trouver un bout de bois avec, les animaux vivants ou un bout de bois où on voit qui est infesté de taret, mais qui est encore en bon état parce qu'ici, bon, en plus, là, c'est des morceaux de bois qui étaient ensevelis dans le sédiment. Forcément, enfin, ils sont tous morts. Donc, on verra pas. Mais dans tout ce qui avait été remonté par la suceuse, je me souviens pas avoir vu des morceaux comme ça. Mais bon, voilà. Faudra ouvrir l'œil et on en trouvera peut-être. Mais c'est particulier. Donc oui, j'ai passé, comme je l'ai dit, un peu de temps dessus parce que enfin moi aussi, ça m'a surpris. Donc voilà ce qu'on appelle le taret. Donc quand vous en verrez, ce n'est pas un ver, mais c'est bien un bivalve. Et voilà, oui, un autre schéma que j'avais trouvé. Donc la larve va venir se fixer à la surface de bois et puis petit à petit va forer et à mesure qu'elle s'agrandit, va creuser sa galerie. Voilà. Et d'autres exemples. Donc là, oui, c'est Sylvain qui a pris cette photo. Donc voilà ce que vous allez voir aussi. Donc il y a les appendices qui permettent En fait, c'est les siphons tout simplement, les siphons inhalants et siphons exhalants. Siphon inhalant qui va permettre à l'eau avec les nutriments et de pénétrer à l'intérieur, d'apporter ce qu'il faut aussi en termes d'oxygène. Et puis le siphon exhalant qui va rejeter tous les déchets. Et là, j'ai l'impression, alors je vois pas très bien sur mon écran parce que j'ai la barre d'outils du partage de Zoom, mais j'ai l'impression que ici, il y a comme des petites excroissances au niveau de ce siphon. Vous verrez mieux que moi à votre écran peut-être. Ce qui serait logique, ce qui voudrait dire que ça, c'est le siphon inhalant. Et ces petites excroissances, en fait, permettent, j'imagine, alors non seulement peut-être en s'agitant de faciliter le courant, mais peut-être de limiter la taille de ce qui va rentrer. Et là, l'autre, ce serait du coup, le siphon exhalant. Et là aussi, j'ai l'impression, Voilà, de oui, vue là d'en on bas, voit mieux. là, on voit bien, et puis peut-être là aussi. Ouais. Donc voilà.
Et là, juste pour vous montrer la... Alors, je vais pas vous dire la diversité, ce serait présomptueux de vous dire la diversité de formes des bivalves. En fait, vous avez que quelques exemples de formes. Et vous voyez que parfois, on peut même avoir donc ça, c'est un spondyle, en fait, ou une lime rêche, je sais plus, et où vous avez même des excroissances importantes. Et vous voyez qu'il y a plein de formes possibles. Et donc, les bivalves, en fait, les plus anciennes formes fossiles ont été datées au Cambrien, donc à peu près 500 millions d'années. À l'heure actuelle, de recensées, il y aurait à peu près 9200 espèces vivantes qui sont classées dans 1260 genres et 106 familles. Et on en découvre encore, je dirais pas tous les jours, mais quasiment à chaque grande mission faite. Alors, il n'y a pas que le Muséum national d'histoire naturelle français qui fait des grandes missions, il y a aussi d'autres muséums d'histoire naturelle d'autres pays. Et à chaque grande mission, il y a eu la mission du Vanuatu à Espiritu Santo, il y a des missions dans les fosses, il y a des missions en Antarctique aussi. On en découvre encore qui n'ont pas été décrites. Et parmi ces 9200 espèces vivantes, il y a 8000 espèces marines, y compris ceux des eaux saumâtres et les espèces des estuaires. Et ça représente 99 familles. Les autres, en fait, ce sont des espèces dulcicoles qui vivent en eau douce. Et là, je vous ai mis juste un petit schéma. Alors, c'est quelque sorte un peu une synthèse d'un bivalve. Alors, vous voyez que c'est quand même un organisme qui est très évolué par rapport, en fait, un organisme très évolué comme tous les mollusques par rapport aux autres ordres, aux autres embranchements qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc, vous avez vraiment des tissus différenciés. Donc, vous allez avoir tous les organes, vous allez avoir le cœur. Là, l'organe excréteur, en fait, c'est lui qui va fabriquer la coquille. Vous avez un muscle qui va servir à maintenir ensemble les deux coquilles. Bon, il y a tout le système digestif avec la bouche, avec un œsophage, un estomac, un intestin, un anus. Il y a les deux siphons, inhalant et exhalant. Les branchies, alors là sur le schéma, elles sont pas toutes. Il y a le manteau, donc le manteau qui va recouvrir tous les organes et les protéger. Les organes sexuels, sachant que la plupart en fait des bivalves sont hermaphrodites et que la fécondation va se faire en pleine eau, du fait que vous avez beaucoup d'espèces fixées ou prisonnières entre guillemets dans leur cavité. Donc ce sera une fécondation en pleine eau. Et puis là, vous avez le pied, donc qui est un muscle extrêmement puissant qui peut, chez certains, agir comme une ventouse. Et, et donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des microphages filtreurs. Donc, ça va être le microplancton. Et donc, ça va être principalement au niveau des branchies. Donc, vous avez le siphon inhalant. Donc, ils vont accumuler ici au niveau des branchies des minuscules particules alimentaires qui vont être apportées jusqu'à la bouche. Alors, vous voyez, elle n'est pas forcément tout près, grâce à des cils vibratiles. Cils vibratiles, ben voilà ici, alors ça c'est la famille des coquilles Saint-Jacques. Alors vous avez aussi les pétoncles, je cherchais le nom tout à l'heure, en fait, on les appelle les Queen Scallop et King Scallop pour les coquilles Saint-Jacques, et donc ça, je ne trouvais plus le nom tout à l'heure. Donc les pétoncles, voilà, vous avez ici des petits fils, en fait des petits cils vibratiles qui vont permettre en fait d'amener vers l'intérieur les particules. Et là encore, vous revoyez tous les petits yeux et puis vous voyez le manteau ici. Alors, donc voilà, sur la fécondation, je vous l'ai dit. Alors, vous avez aussi ici d'autres extensions qui servent d'organes sensoriels. Donc, vous voyez, vous avez les yeux, mais entre les yeux, vous avez ces organes sensoriels qui vont permettre
de capter plein d'informations sur le milieu environnant. Et donc oui, quand je vous ai dit qu'ils étaient hermaphrodites, ils sont pas en même temps mâles et femelles, mais ils vont passer successivement du sexe mâle au sexe femelle. Alors, ça peut être au cours de la même saison de reproduction ou pour certaines espèces, en fait, d'une année sur l'autre. Mais pour la plupart, en fait, ça va être au cours de la même saison de reproduction. Donc, à un moment donné, un individu va émettre des spermatozoïdes et puis il va changer de sexe et puis émettre des ovules. Et donc, en fait, il y a ce changement, c'est pour éviter l'autofécondation. Si il pouvait émettre en même temps des... Alors, c'est pas quelque chose qui est volontaire, en fait, c'est l'évolution qui a fait que c'est comme ça. S'ils étaient en même temps mâles et femelles hein, au même moment et pouvaient émettre des gamètes, des spermatozoïdes et des ovules en même temps, en fait, ils s'auto-féconderaient. Et finalement, bon, il y aurait une dégénérescence des gènes assez rapidement. Et donc, ce qu'on veut dire, c'est que la nature est bien faite. Donc, quand ces spermatozoïdes sont arrivés à maturation, votre bivalve, il est mâle, il va émettre ses spermatozoïdes en pleine eau. Et dans le voisinage, il y aura certainement la même espèce d'autres individus qui seront femelles qui émettront les ovules. Et une fois qu'il a fini d'émettre ses spermatozoïdes, il change de sexe, il devient femelle. Et quand les ovules sont matures, il va les émettre en pleine eau. Donc c'est de l'hermaphrodisme successif. Et donc les plus petits font quelques millimètres, mais parfois ils peuvent être de très grande taille. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré le Tridacna maxima? Je vous ai exprès pas mis son nom vernaculaire. C'est un bénitier? Oui, bravo. Donc là, vous voyez son siphon exhalant. Et là, son siphon inhalant. Avec donc ce qui va permettre de contrôler la taille des particules qui vont rentrer à l'intérieur. Et vous voyez que les siphons peuvent se rétracter. Et donc voilà votre bénitier. Siphon inhalant ici, siphon exhalant à cet endroit. Et ce sont des bivalves de très grande taille. Et là, je ne sais plus à quel endroit ça a été pris, dans quel château en France ça a été pris, mais voilà, c'était utilisé pour faire des lavabos, carrément. Je crois, moi, j'en ai vu en mer Rouge qui faisait facilement 1,50 m de long. J'ai oublié de vérifier la taille maximale, mais voilà, moi, ce que j'ai vu, voilà, celui-ci en mer Rouge faisait 1,50 m de long. Et ce que vous voyez, c'est que le manteau est magnifique. Vous avez des couleurs, des textures. Si je reviens en arrière, voilà. Vous avez celui-ci. Vous avez cet exemple-là. Un autre exemple. Et en fait, ce qui va donner alors, attendez, je suis allée trop vite. Ce qui va donner en fait ces différents coloris, c'est tout simplement une association qu'ils ont avec les zooxanthelles, ces fameuses microalgues qui s'associent aussi avec des coraux et d'autres espèces comme les anémones et encore bien d'autres espèces. Donc là, on aura l'occasion d'en reparler quand on fera le cours sur les associations. Les bénitiers font partie d'animaux qui s'associent. Alors, je ne sais pas si c'est une symbiose, en ce sens. Alors, si, on peut dire que c'est quand même une symbiose parce que les zooxanthelles s'insèrent dans les tissus du bénitier. Je ne sais pas si le bénitier peut vivre sans ces zooxanthelles, par contre. Donc ça, ce serait à vérifier aussi. S'il a besoin d'elle pour vivre, donc c'est vraiment une symbiose, sinon c'est une association. Donc il faudra vérifier. Quand on avait vu les lièvres de mer, là, moi j'avais vu qu'il y en avait un qui broutait et qui gardait les chloroplastes de les algues qui broutaient, ils devenaient tout verts. Je sais pas si tu as vu ça déjà.
Alors, c'est pas le lièvre de mer, lui garde pas les chloroplastes. En fait, c'est une autre espèce qui s'appelle l'Élysie. On en parlera tout à l'heure. D'accord, ok. Mais oui, c'est la famille des Élysies qui font ça. Et je vous ai mis quelques petits exemples. Ok. Et ça, il faudra qu'on regarde pour les bénités. En fait, c'est vrai que c'est en vous faisant le topo ce soir que je me rends compte qu'il y a plein de questions encore et qu'on est loin de tout savoir. Et pour finir avec les bivalves, en fait, je vous ai mis celui-ci que j'aime beaucoup. Donc, tout à l'heure, au tout début, vous vous souvenez, celui que je vous ai montré avec l'éponge en croûtant de bleu sur sa coquille? Donc ça, c'était à Kai Potio. Celui-ci, ben, c'est la même famille. En fait, c'est un spondyle et celui-ci, c'est au Vanuatu. Et c'est pour vous montrer, voilà, une autre couleur de manteau qui est très joli. Celui de Kai Potio, il était très beau. C'était plutôt dans les blancs et bleu argenté. Celui-ci, il est orange et blanc. Et vous retrouvez tous ces petits yeux aussi le long du manteau, comme on voit aussi pour les coquilles Saint-Jacques et tout ça. Et dès qu'ils se sentent menacés, hop, ils se referment. Et oui, alors ça, je l'ai rajouté au dernier moment. Je dis oui parce que je l'avais oublié. Donc, c'est ce qu'on appelle la praire d'Islande. Et pourquoi je vous l'ai mis, c'est qu'elle est vraiment particulière. Alors, elle, vous la rencontrerez plutôt en Bretagne, en Manche, on peut en voir. Elle se rencontre plutôt dans les mers froides, donc Angleterre, on peut en rencontrer, Islande, bien évidemment. Et pourquoi, en fait, elle est remarquable, c'est à cause de sa grande longévité. Il y a eu une campagne qui a été faite par des chercheurs en 2006-2007. Ils ont récolté plein de spécimens sur les côtes islandaises et ils ont mesuré par une méthode qui s'appelle la sclérochronologie l'âge des spécimens qu'ils avaient récoltés. Alors, c'est quoi la sclérochronologie? Ben, vous voyez qu'il y a plein de stries sur la coquille. Un petit peu comme les stries de croissance des arbres. Donc, au début, ben, imaginez que votre bivalve il est tout petit. Et à mesure qu'il va s'agrandir, vous allez avoir des stries supplémentaires qui vont former. Et la sclérochronologie, alors c'est un travail de patience. Alors heureusement maintenant il y a l'analyse d'image qui va faire une partie du travail pour vous, va compter le nombre d'anneaux que vous avez, le nombre de stries. Et en fait, ça va dépendre des saisons. En fait, l'animal va pas grandir à la même vitesse selon les saisons, selon les apports en éléments dans l'eau qu'il va pouvoir utiliser pour créer sa coquille calcaire. Et donc, ça a été calibré et ça peut être utilisé comme technique pour calculer l'âge, pour mesurer l'âge de vos coquillages, de vos mollusques avec coquilles. Et devinez quel est l'âge le plus ancien sur lequel ils sont tombés. Allez, petit jeu. Anne-Marie, Anne-Marie, excuse-moi. Vas-y. Pardon. Donc, tu dis qu'une strie équivaut à une année, c'est bien ça? Alors, il faudrait voir, c'est pas forcément tout à fait une année parce que quand on regarde sur la coquille, il y a des stries qui sont plus fines. Donc, il y a les saisons et puis, bon, tout va dépendre aussi des variations climatiques. La température de l'eau, il y a plein de facteurs qui vont jouer. Mais en gros, voilà, c'est à peu près une année. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que les études sont faites, ils utilisent des microscopes électroniques à balayage parce que là, il y a ce qu'on voit visuellement à l'œil nu. Et en fait, c'est beaucoup plus fin comme structure. Donc pour ça, il faudra aller chercher l'article, la publication scientifique et aller récupérer les photos faites au microscope électronique à balayage. Mais grosso modo, oui, chaque année, il va y avoir une strie, mais on observe au cours d'une même année une variation en fonction de la saison. Donc de la saison, il va y avoir l'éclairage, la température de l'eau, principalement, qui vont être
les facteurs qui vont influencer la croissance de la coquille. Ou plutôt la synthèse de calcaire pour fabriquer la coquille. Donc, Merci beaucoup. ben, je t'en prie. Et à votre avis, alors, quel est l'âge de la plus vieille prairie d'Islande? Juste comme ça, petit jeu. On ouvre les paris. 200 ans? Oui, j'allais dire 200, 300 ans. Qui dit mieux? Qui dit moins? Alors, en fait, Moi, je la dis plupart, 400. qui a dit 400? Moi, Paul-Antoine. Paul-Antoine. 500, Ah, qui 500. a dit 500? Véronique. Véronique. J'aurais dit 500 aussi. Eh bien, vous avez toutes les deux raison. 507 ans. Et donc voilà, c'est la photo de cet individu à côté. Donc en fait, ils ont pris sa valve gauche. Et alors ça, c'est son nom de code parce qu'ils en ont prélevé plein. Et ils l'ont baptisé, alors du coup, c'est une célébrité, ils l'ont baptisé le coquillage Ming en hommage à la dynastie Ming qui a duré longtemps. Et 507 ans, ce qui en fait le plus vieil organisme non colonial vivant. Puisqu'après, dans les organismes très vieux, vous avez les coraux. Et est-ce qu'elle vit toujours, parfois. ce coquillage, ou il a été mangé? Non, malheureusement, il a été utilisé. Sinon, il vivrait encore peut-être. Oh. Mais il a été récolté. Et en fait, il vit bien plus longtemps, par exemple, que les tortues des Galapagos qui vivent plus de 100 ans. Donc, voilà. Et alors, en utilisant cette technique, vous savez, alors j'aurai des photos après, mais nos petites patelles qu'on trouve sur la plage, sur le littoral, vous savez, les petits chapeaux chinois, ça vous dit quelque chose, les petites patelles? Eh bien, Oui. figurez-vous que les petites patelles, ils en ont trouvé plein qui avaient 200 ans d'âge en moyenne. On dirait pas, hein, comme ça. Donc, c'est vrai que ça les intéresse pas mal. Donc, voilà. Avez-vous des questions sur les bivalves? T'as pas dit que enfin, je sais pas si tu l'as dit ou pas, il y en a qui se déplacent, genre les coquilles Saint-Jacques, Oui, j'ai vu des vidéos où elles bougent pas mal en claquant oui, de la coquille. oui, oui, oui. Ça se déplace très vite, hein. Moi, j'en ai vu en Bretagne et c'est assez surprenant. Et c'est pareil, en fait, le bivalve dont je vous ai montré le pied tout à l'heure, ça surprend parce que on attend, on attend, on attend. Et puis d'un seul coup, ça se met en mouvement, mais c'est vraiment hyper rapide et on ne peut pas les suivre. Et vous pouvez demander, en fait, le petit coquillage que je guettais, je sais pas, il devait pas faire 5 centimètres de diamètre. Et vous pouvez demander à ma binôme de plongée, Lynn, en fait, à chaque fois, j'ai hurlé tellement j'étais surprise. Il m'a fait sursauter. La grosse bête a eu peur de la petite bête. Je crois il avait plus peur que moi, mais j'étais tellement surprise. Et oui, c'est très, très rapide. Et oui, les coquilles Saint-Jacques que j'ai vues se déplacer, c'était en Bretagne. Et dès qu'elles se sentent menacées, alors le principal prédateur, ça va être quoi, à votre avis? L'humain. Oui, mais ils ne le savent pas forcément, ils ne savent pas le reconnaître. Mais oui, c'est Les- l'humain. Après, pardon? Les coquilles, les étoiles de mer. Les étoiles de mer. Et en fait, quand vous avez une étoile de mer qui est à l'approche, vous voyez vos coquilles Saint-Jacques déguerpir à toute vitesse, mais c'est impressionnant. Et les poulpes aussi. Les poulpes en Alors, sont très friands. il y a un truc qui est rigolo, c'est que les coquilles Saint-Jacques s'en vont dans un sens et les pétoncles partent dans l'autre sens. Elles fonctionnent dans des sens différents. Alors, je crois que la coquille Saint-Jacques part en marche arrière et la pétoncle part en marche avant, il me semble. Alors, je n'ai jamais vu de pétoncle en mouvement, mais oui, les coquilles Saint-Jacques partent en marche arrière. En marche arrière, donc la pétoncle part en marche avant. Ouais. Oh, ouais, la coquille Saint-Jacques, je confirme, elle part en marche arrière. Et le petit coquillage que j'ai vu part en marche arrière.
Et les limes, quand on les voit se réfugier, en fait, elles donnent un coup de... Enfin, elles ferment rapidement leurs deux valves et ça les fait reculer aussi dans leur cavité. Donc, ouais, c'est intéressant la pétoncle. Bah, j'imagine aussi, ça dépend aussi si elles utilisent leur siphon ou pas. Enfin, voilà, on pourrait en parler longtemps, longtemps. Et là, je suis en train de Les réaliser... siphons sont pas aux mêmes endroits en Ouais, ils fonction sont pas aux de mêmes entre endroits, oui, les bien voilà, sûr. c'est pour Donc, ça. c'est ça qui fait que voilà, ça se déplace pas de la même manière, enfin, dans la même direction. Et là, je suis en train de voir, en fait, il est déjà 1h20 du matin ici. J'ai pas vu l'heure passer avec vous. Bah, écoutez, on va continuer sur les gastéropodes et on verra. Vous me direz si vous voulez une petite pause ou si vous en avez assez. Ou si on continue parce qu'on ne voit pas le temps passer. Alors, les gastéropodes. Donc là, on change de classe et je vous ai mis, alors là, vous les reconnaissez, des petites porcelaines de chez nous, en fait, des Antilles. Et donc, les gastéropodes, ça vient d'où leur nom? Bah, ça vient du grec gaster, ventre, et pouce, pied. Alors, en fait, c'est plutôt podos, le génitif, donc ventre de pied, tout simplement parce que ils ont leur ventre, leur estomac qui est situé au niveau du pied, tout simplement. C'est une classe qui est caractérisée par la torsion des masses corporelles et viscérales. Et là, je vous ai mis un petit schéma. Donc, vous voyez le manteau. Alors, on ne voit pas les viscères, c'est à l'intérieur du manteau. Mais vous voyez que c'est complètement tordu, un peu, enfin, en colimaçon. D'ailleurs, colimaçon, c'est le nom des escargots. Et là, vous avez la tête. Et donc, ils sont caractérisés par une coquille dorsale qui est univalve, contrairement aux bivalves qui avaient deux valves. Donc, les gastéropodes ont ont une coquille unique, univalve. Elle est le plus souvent torsadée, comme sur l'exemple là, enfin, je reviens en arrière, comme sur cet exemple. Quand elle existe, parce que tous les gastéropodes, évidemment, ce serait trop simple s'ils avaient tous une coquille. Tous les gastéropodes n'ont pas tous de coquille. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà, donc le plus souvent, elle est torsadée, mais aussi pas toujours. Donc, on a parlé des petites patelles, mais il y a aussi les ormeaux qui n'ont pas de coquille torsadée. Et du coup, c'est vrai que vous avez une très grande diversité de formes, mais pas seulement de formes, mais aussi de taille et de couleurs. Et là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, vous voyez, alors attendez, j'ai été trop vite. Voilà, des coquilles torsadées, quelques exemples, formes différentes. Une porcelaine, et là aussi, c'est une coquille torsadée avec son habitant, donc coquille vue de face. Alors, ce sont des mollusques qui sont essentiellement marins, mais il y a quelques espèces dulcicoles, et évidemment, il y a aussi tous nos gastéropodes terrestres qui sont aussi dans cette classe. Mais la plupart des gastéropodes sont marins. Il y a plus de 100 000 espèces vivantes connues, 409 familles, et ils sont apparus au Précambrien il y a à peu près 600 millions d'années. Et dans les fossiles, en fait, il y a 202 familles qui ont disparu, qui n'ont pas enfin, qui ont des descendants, mais auxquels on peut pas enfin, qui ne sont pas reliés. Et dans les 409 familles qui sont vivantes, à l'heure actuelle, en fait, certaines datent depuis déjà très longtemps, depuis plusieurs millions d'années. Alors, ils sont présents dans tous les biotopes aquatiques, à toutes les profondeurs. Et contrairement aux bivalves, en fait, ils sont céphalisés. Ils ont une tête, comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma simplifié. Et l'autre caractéristique des gastéropodes, c'est qu'ils sont tous mobiles. Et pour se déplacer, en fait, ils vont utiliser ce qu'on appelle le pied, sur lequel ils vont ramper. Alors, les plus petits, ils font quelques millimètres de taille. Et le plus grand, à votre avis? Bah, c'est un gastéropode marin
qu'on appelle la trompette australienne. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés en Australie ou en Nouvelle-Zélande. En fait, vous le trouverez dans le Pacifique. Il s'appelle le syrinx et il peut faire plus de 90 centimètres et jusqu'à 18 kilos. Et là, vous avez un exemple de sa coquille. En fait, c'est une coquille qui fait près d'1 mètre dans un musée en Australie. Alors, leur corps, ah, désolée, j'ai un souci avec ma souris qui est trop sensible. Voilà, fasse attention, je la pose. Leur corps est divisé en 3 parties distinctes. Donc, je vous parlais du pied développé que vous allez avoir ici. Donc, on l'appelle le pied ou sol pédieuse. Oh, qu'est-ce qui se passe? Que voyez-vous à l'écran? Plusieurs petites Tout ton vignettes. PowerPoint. Slide. Alors, pourquoi? Toutes tes slides l'une après l'autre. C'est pas ça que je voulais. Voilà, Et c'est là, bon là. C'est c'est bon, bon. parfait. Merci. Oh, alors attendez, il ne faut pas que je touche au trackpad ni à la souris. Voilà, donc vous avez la sole ici, le pied, qui va servir principalement à la locomotion par reptation, mais aussi à la fixation. Donc il y a un effet ventouse. Vous avez une tête qui est distincte, avec des organes sensoriels, on en parlera tout à l'heure. Vous avez au niveau de la bouche la radula, l'appareil digestif. Oh, écoutez, je suis désolée là, je sais pas ce qui se passe avec ma souris. Bah, je vais remettre. Désolée pour les petits couacs informatiques. Je vais remettre la souris. Je l'avais retirée, j'utilisais le trackpad, mais c'est trop sensible. Donc, je reprends la souris. Voilà. Donc, vous avez tout le système digestif ici. Alors, souvent, ils n'ont pas un seul cœur. Ils peuvent en avoir 2 ou plusieurs. On verra ça, c'est le cas notamment aussi chez les céphalopodes. Vous avez des reins qui vont permettre aussi de filtrer, en fait, de retirer tous les déchets du corps. Donc, et tout ça, tous les déchets, en fait, vont arriver dans une cavité. On avait déjà utilisé le terme il y a quelques semaines, ce qu'on appelle la cavité paléale. Donc, les déchets vont arriver là. Mais vous aurez aussi tout ce qui est, comment dire, cellules reproductrices, ovules, spermatozoïdes, le moment venu, en fait, qui seront libérés aussi dans cette cavité. Et vous allez trouver les branchies, qu'on appelle les cténidies, donc qui vont être situées à l'intérieur. Et donc, c'est protégé. Et vous verrez que selon les familles, selon les classes, les sous-classes, la branchie, elle peut sortir à l'extérieur ou alors elle reste à l'intérieur de la cavité. Donc, je vous ai dit, mollusque à coquille unique. Elle peut être extrêmement réduite et ne pas du tout couvrir le corps de l'animal. Ça peut être juste, presque, on pourrait dire, un accessoire décoratif, presque un petit accessoire de mode comme un chapeau, en fait. Ça lui servirait un petit peu à se camoufler, mais vous verrez, dans certains cas, c'est tellement petit que, voilà, enfin, ça a été préservé. Elle peut être très simple ou spiralée. Alors, les patelles et les fissurelles, elles sont en forme de cône, notre fameux petit chapeau chinois. Il n'y a pas de spirale. Mais pour toutes les coquilles qui sont spiralées, vous allez avoir un enroulement dextre. Ça veut dire que quand vous allez regarder la spire, alors je vous mettrai une photo, voilà, par exemple ici, ce schéma. Quand vous regardez la spire, regardez, quand ça tourne, c'est dans le sens voilà, des aiguilles d'une montre. Là aussi. Alors attendez, je reviens en arrière. Donc c'est un enroulement dextre. Et cet enroulement, en fait, par la croissance de l'animal, vous pouvez le décrire par une spirale logarithmique. Ça marche très très bien.
Et il n'y a pas que chez les gastéropodes à coquille spiralée que vous pouvez le décrire par une spirale logarithmique. Vous pouvez utiliser aussi cette description, une telle spirale logarithmique chez certains céphalopodes, les nautiles notamment. Vous avez peut-être vu des coquilles de nautiles qui sont coupées. C'est vraiment très très joli. En fait, vous voyez la croissance de la coquille et elle peut être modélisée par une spirale logarithmique. Et, et en fait, c'est la largeur du tour qui va s'agrandir en même temps que l'animal grossit. Chez d'autres gastéropodes, en fait, c'est en forme d'hélicoïde. Ou alors, comme on disait, chez les patelles, en fait, c'est un petit chapeau et vous avez quand même un axe de symétrie qui passe par la pointe du chapeau. On appelle ça le columelle. Ça forme un peu la colonne centrale de votre gastéropode, enfin de la coquille du gastéropode. Et, et, et le haut de cette coquille, c'est ce qu'on appelle le sommet. Alors là, je vous montre des exemples de coquilles spiralées. Donc, vous voyez, c'est voilà, d'autres exemples. Là, on voit le cône géographe, où finalement, bah, la spirale, on pourra vraiment la voir simplement au niveau d'une des extrémités. Puis, vous voyez, vous avez là, au niveau du murex, vous avez des coquilles qui sont extrêmement complexes avec des excroissances qui servent de défense, certainement, pour l'animal. Et là, vous voyez la structure interne d'une autre coquille. Et donc, je vous mettrai les patelles, elles viennent après, mais les fissurelles, en fait, bah, ça ressemble énormément aux patelles, sauf que la coquille, vous avez un petit trou qui ressemble un peu à une serrure, en fait, un trou de serrure au sommet de la coquille. Alors ça, on en trouve plein sur les plages bretonnes. Et ce ne sont pas des coquilles de patelles abîmées, ce sont des coquilles de fissurelles. Et le petit trou, alors on pense que c'est comme pour les coquilles d'ormeaux, on avait parlé des coquilles d'ormeaux. Je ne sais plus qui avait posé la question la semaine dernière, c'était peut-être René Claude. ou Claude. Oui, c'était Claude. Claude, tu avais posé la question pour les coquilles d'ormeaux. Et donc, Lynn a trouvé, elle m'a envoyé par WhatsApp une petite fiche, un extrait d'un article de Ouest France. Et pour les coquilles d'ormeaux, donc c'était bien ce qu'on avait supposé. C'est pour permettre les échanges, la respiration quand l'ormeau il est fixé au substrat. Et ça lui permet donc non seulement de continuer à respirer, d'évacuer ses déchets, euh, d'absorber en fait de la nourriture aussi, des particules. Donc ça pénètre à l'intérieur par ces petits trous. Et puis aussi de capter les molécules chimiques de son environnement. Donc ça lui donne un contact avec son environnement. Et pour les pâturelles, en fait, pardon, pour les fissurelles, on pense que c'est la même chose. Et donc là, vous avez une fissurelle, sa roche en fait. Donc, alors, il y a quand même une question qui se pose pour elle, parce que à marée basse, du coup, elles ne sont pas étanches. Donc, voilà, il faut que à marée basse, alors je reviens sur le schéma ici, ce qui va se passer pour beaucoup des gastéropodes, en fait, dans la cavité paléale, ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, elle a un intérêt particulier, c'est de conserver un petit volume d'eau de mer qui vont leur permettre, en fait, de vivre jusqu'à ce que la marée haute revienne et qu'ils soient à nouveau submergés. Ça, c'est pour les espèces qui vivent en bord de littoral, dans la zone affectée par les marées. Et donc, là, vous voyez, on devine sa coquille, vous avez son manteau, et puis là, bah, il y a comme un petit siphon, enfin, il y a quelque chose qui sort, hein, comme un petit siphon qui sort par son petit trou. Donc, c'est ce qui fait penser que quand le manteau est rentré à l'intérieur de la coquille et que l'animal est complètement fixé au substrat, ben, il peut échanger avec le milieu extérieur par l'intermédiaire de siphons qui passent par ce petit trou. Donc voilà, c'est ça. Et pour en revenir à l'enroulement, alors
on peut tomber, et là, c'est un petit peu la loterie, enfin le gros lot, quoi. Tomber sur des coquilles avec un enroulement senestre. Donc, quand vous allez les regarder par le haut, vous verrez l'enroulement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et alors, chez les gastéropodes terrestres, notamment notre petit gris, l'escargot petit gris, on estime que c'est environ 1 cas sur 20 000. Et la plupart des gastéropodes étant dextres, alors j'ai pas trouvé de fiches. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai pas eu le temps de chercher en détail. Il y a peut-être des espèces dont tous les individus sont plutôt senestres. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai lu, c'est que la plupart des espèces de gastéropodes avec coquilles spiralées sont dextres. Donc, Anne-Marie, oui, vas-y. alors excuse-moi de te déranger. Je reviens à la photo précédente Oui. avec le gastéropode. Oui, c'est là, avec qui a le manteau qui recouvre, voilà, qui recouvre la coquille. Alors, c'est pour aller se nourrir, si j'ai bien compris. Et Alors, après, il revient à l'intérieur. alors Je comprends pas. forcément se nourrir, mais le manteau sort. En fait, l'animal sort, il y a son pied qui serait en dessous. Alors ça, c'est un schéma simplifié qui s'adapte à plein. Là, vous avez une coquille qui est toute simple, mais imaginez que D'accord, vous pouvez avoir une coquille spiralée, et dans la coquille spiralée, vous aurez un corps qui ressemble à ça, au lieu d'accord, d'être un corps tout simple comme ça. Et en d'accord, fait, quand il sort, le manteau peut tout recouvrir, mais en fait, il y a le pied qui est au contact, et en général, quand le manteau sort, l'animal est en mode déplacement. Alors, je sais pas, est-ce qu'il en profite? Il doit certainement en profiter aussi pour manger, se nourrir en broutant. Maintenant, est-ce que je suis pas allée voir, faudrait aller voir pour les Et fissurelles. ça, ce Est-ce que n'est que pour les fissurelles, ça. là, c'est une espèce particulière, enfin, c'est un groupe particulier qui s'appelle les fissurelles, qui a une Voilà. coquille de ce type-là. Alors, D'accord. Et qui a est-ce qu'il y a beaucoup le manteau de ce type-là qui sort et qui, pour se déplacer, peut-être que ça lui sert mais tu de. verras, il y aura d'autres, il y a d'autres espèces aussi dont le manteau sort au moment où il se déplace. Alors, il doit y avoir des capteurs aussi, ça doit lui servir. Alors, je D'accord, sais pas, le pied, c'est un muscle. En général, les muscles, alors ça c'est une hypothèse, hein, je n'en sais rien. Mais je me dis, les muscles, ça pas forcément de capteurs vraiment sensibles. Et je me dis, le manteau a peut-être davantage de terminaisons nerveuses qui vont lui permettre de sentir ce sur quoi il se déplace, d'accord. de détecter peut-être si c'est un brouteur. Alors, pour moi, dans mon esprit, la fissurelle, ça ressemble à la patelle. La patelle, c'est un brouteur. Donc, je pense que la fissurelle, c'est un brouteur aussi, mais il faudra aller vérifier. Et est-ce que le siphon qu'on a là, est-ce que ça lui permet de... Est-ce qu'il se nourrit aussi de phytoplancton, peut-être? Je ne sais pas, c'est à vérifier. Ça doit lui servir certainement pour se ventiler. Est-ce qu'il utilise des nutriments dans l'eau? Peut-être. Peut-être Parce que aussi. ça me fait penser quand je vois ce manteau, j'ai eu la chance d'observer des bénitiers magnifiques en Papouasie, en plongée, Ah oui, mais là, il doit vraiment être les couleurs, magnifique. tu as bien, Ouais, ouais. c'est juste C'est spectaculaire, féerique, hein. quoi. Oui. Ah oui, c'est féerique, quoi. Et j'aurais pas imaginé que c'était un bénitier parce que tu vois effectivement, comme tu as vu sur les photos, euh, le manteau, en fait. Mais ce manteau que tu vois ici, si on doit le remettre sur le manteau du bénitier, donc ça lui permettrait certainement de se nourrir, de se déplacer ou de capter quelque Mais chose. alors, le bénitier, lui, Voilà, c'est un bivalve, et d'accord, c'est un bivalve fixé. d'accord, ok, d'accord, d'accord, oui. Alors que ta fissurelle, là maintenant, on est dans les gastéropodes. Et les Oui, d'accord, donc gastéropodes sont, il y a aucun rapport. voilà, il n'y a D'accord, aucun ok, rapport. Ce sont des mollusques, mais ce sont d'accord, des classes différentes. d'accord, d'accord, Et donc, ce qui caractérise justement les gastéropodes, en fait, c'est ce pied.
musculeux qui leur permet de se déplacer. D'accord, ok. Alors Merci que, beaucoup. voilà, enfin, on aura l'occasion certainement d'y revenir, hein. Et les bivalves ont des muscles, mais qu'ils utilisent autrement, en fait, ce qui serait le pied chez eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez la photo du bivalve qui s'enfuyait. En fait, le pied va permettre en s'enfonçant dans le sable, c'est un muscle qui va s'étirer, s'enfoncer dans le sable, qui va se contracter. En se contractant, il va attirer le bivalve à l'intérieur du sable, ce qui va lui permettre de s'enfoncer. Et ce qu'il peut aussi faire, enfin, ce qu'on a vu en plongée de nuit, pour s'échapper, en fait, il va d'un seul coup, ce muscle, ce pied va se détendre et donner une impulsion en prenant appui sur le sable, ce qui va projeter l'animal en pleine eau. Alors, pas très haut, mais à une cinquantaine de centimètres quand même pour un bivalve qui fait 4-5 centimètres de diamètre. Il est projeté à une cinquantaine de centimètres en pleine eau. Et après, il va ouvrir et fermer très rapidement ces deux valves pour se déplacer. Et il y a aussi certainement une utilisation des siphons en même temps. Il inhale de l'eau et il la rejette pour contribuer au déplacement, ou tout au moins orienter son déplacement. Ce que disait tout à l'heure Sandy en disant que les coquilles Saint-Jacques partent en arrière alors que les pétoncles partent en avant. Donc les siphons doivent peut-être plus qu'être un moyen de locomotion, peut-être une orientation, un moyen de diriger le déplacement, peut-être. Donc en fait, oui, ils ont tous que des muscles qu'on appelle le pied, sauf que dans le cas de ici, des gastéropodes, en fait, c'est une sole, donc c'est quelque chose qui va être plat au contact du substrat et va leur permettre d'avancer en se contractant, en fait, comme n'importe quel muscle. Alors que dans le cas des bivalves, alors après, j'ai pas été regarder l'anatomie des bivalves fixés. Ils doivent aussi avoir un pied, mais je pense qu'il doit être atrophiés parce qu'ils sont fixés, ils l'utilisent pas. En fait, quand on pense aux moules et aux huîtres, en fait, c'est tout petit. Oui, ils ont un C'est pied à minuscule. la base Ils ont de un pied, leur. ils en ont Oui, un, mais ils c'est tout ont. petit. Oui, mais on utilise justement ce pied pour ouvrir les huîtres, Bah c'est oui, oui, là. oui, c'est là. Et il est tout petit, il est atrophié parce qu'ils sont fixés, ils en ont pas besoin. Alors Oui. que si on Et ils leur reprend, servent à se fixer aussi. oui. C'est ça qui les fixe. Alors il y a ça, mais alors pour les moules, c'est plus le byssus. Alors le pied contribue, mais c'est plus le byssus chez les moules. Et chez les huîtres, en fait, oui, c'est le pied et puis c'est la coquille, en fait, une des valves qui va s'encastrer dans la roche, en fait, qui va se fixer. Et là aussi, il faudrait aller creuser, en fait, c'est comment, au fil du temps, la valve va devenir complètement solidaire de la roche. Parce que quand on voit des huîtres sauvages, ok, on peut les ouvrir, mais donc on récupère une valve, mais l'autre valve reste sur le rocher. Mais oui, ça doit être ça, enfin, le pied contribue. Le pied contribue à ça. Mais par contre, voilà, il se déplace pas. Donc c'est ça la différence avec entre les bivalves fixés et les gastéropodes. Ok, merci beaucoup Anne-Marie. Mais non, merci à vous parce qu'avec vos questions, on avance, et on se rend compte en fait qu'il y a plein de sujets pour le PB2 parce que le PB2 quand on le fera, ce seront des approfondissements du PB1 et il y a aussi du laboratoire. Alors moi j'aime pas trop le laboratoire. Alors, je vous dis tout de suite, moi j'aime pas faire des dissections et je voudrais pas en faire. On pourrait en faire sur des moules et des huîtres si vous voulez, mais sur les autres, j'ai pas envie. Je tirerai plutôt des photos. Mais voilà, on peut fabriquer des aquariums d'eau de mer et puis prélever quelques animaux qu'on garde, alors avec des pompes bien sûr pour renouveler l'eau et l'oxygéner,
et garder pendant quelques heures certains animaux pour les observer vivre et essayer de mieux comprendre en fait leur mode de déplacement, que vous puissiez les observer et essayer de comprendre en fait le fonctionnement et à quoi servent certains orifices ou autres. Donc c'est ça le PB2. C'est avancer tout ça. Donc ce qui est super, c'est que vous êtes déjà dedans avec vos questions. Et vous me permettez aussi d'apprendre. Donc ça, c'est chouette. Et il faudrait que moi aussi, je reprenne la vidéo après les cours pour noter vos questions et penser à approfondir. Et donc, si je reviens maintenant à l'enroulement, donc voilà, si l'un d'entre vous tombe soit dans vos lectures ou sur Internet sur un gastéropode, une espèce senestre, bah ça m'intéresse. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Et oui, Anne-Marie, naturellement sénestre, je connais le fasciolaire tulipe. d'accord, Fasciolaire tulipe de la Caraïbe, enfin il vit dans la Caraïbe. C'est un gastéropode à peu près de 15 centimètres et il d'accord. est naturellement sénestre. Ok, bah super, merci beaucoup Isabelle. De rien. Je te demanderai par WhatsApp son nom, et puis on ira chercher des photos, mais toi, tu en as peut-être des photos. Alors, j'ai un exemplaire dans ma collection de coquillages. Oups, je suis collectionneuse de coquillages, Oui, mais mais c'est pour apprendre. tout à fait, d'autant plus que celui que j'ai, il a un léger trou parce que il était mort, et on le trouve plus facilement en Guadeloupe plutôt qu'en Martinique. D'accord, ok. Ouais. Bah, quand tu auras le temps, si tu peux prendre une photo De celui- de celui que tu as, parce que c'est mieux que de prendre une photo sur Internet, et puis on essaiera de trouver, mais quand tu auras le temps. Donc, merci Isabelle. Je t'en prie. Donc, voilà, donc l'enroulement senestre existe. Et par contre, pour une espèce qui est habituellement dextre, l'enroulement senestre, ça peut être un inconvénient, notamment pour la reproduction, voire ça peut être impossible. Parce que vous verrez tout à l'heure, j'ai une photo de, de limaces de mer qui s'accouplent. En fait, bah, ils s'accouplent en même temps, ils sont hermaphrodites, ils vont faire des échanges, sauf que les organes sont situés du même côté. Donc, ils s'accouplent tête bêche pour que le flanc avec les organes, avec le pénis, soit du bon côté et qu'ils peuvent se féconder mutuellement. Et donc, si vous avez un individu qui est senestre dans une espèce dextre, en fait, ce sera pas possible qui s'accouplent. Mais ça peut être aussi un avantage. Alors là aussi, c'est à creuser. Ce que j'ai lu, c'est que il y a des espèces de crabes qui sont spécialement équipées pour attaquer les escargots dextres. J'ai une Donc, question. oui, vas-y. Est-ce qu'on sait pourquoi une espèce habituellement dextre produit parfois des individus senestres? Enfin, c'est ce que Non. j'ai compris. Alors, ce que j'ai lu, il y a des études qui ont été faites. Ils ont essayé de faire un lien avec, tu vois, des lois d'évolution, enfin des lois génétiques de l'évolution, mais ça marche pas. Et il semblerait que, alors ça, c'est les chercheurs qui travaillent dessus, qui ont regardé ça, alors plutôt chez les escargots terrestres, parce que c'est plus facile. Ils ont fait des études génétiques et il semblerait que ce soit dans leurs élevages, ce soit un gène hérité du côté maternel. Les mâles le transmettent pas. Certaines femelles auraient un gène et qu'elles transmettraient. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai lu. J'en sais pas plus. Donc c'est pas quelque chose entre guillemets d'accidentel. Ce serait un gène hérité des femelles, mais voilà. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on pourrait se dire bah il devrait y en avoir davantage du coup, mais je ne sais pas. Merci. Et si au cours de vos recherches et de vos lectures, vous trouvez plus d'informations, vous serez les bienvenus pour partager. Et donc leur coquille, bah, ça sert à quoi? Ben, principalement, c'est une protection. Ils peuvent se réfugier à l'intérieur en cas de danger.
Et alors, même si la coquille est trop petite pour recouvrir l'animal, en général, en fait, elle va protéger les viscères, en fait, tout ce qui est organes internes, en fait, ce qui est important. Et il y a que quelques espèces à coquille spiralée qui peuvent se réfugier complètement dans leur coquille. Et elles ont aussi une cloison. Et ça, vous avez dû déjà les voir en plongée et parfois même trouver des fragments enfin, trouver cette cloison seule dans le sable, en fait. On l'appelle l'opercule. Et c'est ce qu'on appelle l'œil de Sainte-Lucie. On en fait des bijoux. Et là, je vous montre, alors ça, c'est une photo prise en Bretagne, donc d'un gastéropode spiralé. Alors, on voit quasiment pas sa coquille, en fait, tellement elle est incrustée. Donc là, vous avez de l'algue calcaire en croûtante, il y a d'autres morceaux d'algues, là, peut-être un peu d'éponge, là, il y a même le tube d'un verre, là aussi. Et en fait, l'astrée, quand vous le retournez, bah, c'est elle qui vous fait le célèbre œil de Sainte-Lucie qu'on trouve en Bretagne et Méditerranée. Et là, vous voyez que là, l'animal, en fait, s'est réfugié à l'intérieur de sa coquille et il a mis son opercule. Et voilà d'autres coquilles d'astrée. Et là, juste pour vous montrer, j'ai trouvé en fait ce montage sur Doris. Donc là aussi, il faut être patient. Donc voilà. Alors la première photo, elle est ici, tout en haut à droite. Donc vous voyez, l'animal commence à sortir. Vous avez l'opercule qui va être poussé gentiment. Donc vous suivez les photos dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis voilà, donc il va le remonter, aller le plaquer en haut. Le manteau sort et finalement, vous avez la tête qui va sortir. Et là, vous apercevez au centre, vous avez les deux yeux. Et l'opercule, en fait, il est calé jusqu'ici. Et dès que l'animal se sent en danger, vite, il rentre à l'intérieur et vous refaites le film en sens inverse à grande vitesse. Mais tous les gastéropodes avec coquille spiralée n'ont pas d'opercule. Donc, c'est seulement quelques espèces qui en fabriquent un. Que dire de plus sur les gastéropodes? Alors, vous avez 3 sous-classes. Alors, c'est l'ancienne classification qui est encore utilisée parce qu'avec tout le développement de la phylogénie, tout est en train d'être entièrement revisité. Et là, c'est assez complexe. C'est explosé partout, ils mettent des sous-classes dans tous les sens. Donc, on va garder l'ancienne classification qui marche pas mal. Donc, il y a ce qu'on appelle les prosobranches. Alors, dans les prosobranches, maintenant, sont mis ce qu'on appelle les pulmonés parce qu'ils leur ressemblent davantage. Avant, c'était une sous-classe distincte, mais voilà, les pulmonés sont mis dans les prosobranches. Alors, en fait, ce sont, on pourrait dire, entre guillemets, des prosobranches d'eau douce et terrestre, alors que les prosobranches au sens strict, ce sont uniquement des espèces marines. Et puis, vous avez les opistobranches. Alors, je regarde rapidement l'heure. Il est 20h chez vous. Vous voulez qu'on continue un petit peu encore? Je ne pensais pas qu'on aurait passé autant de temps sur les bivalves. Ou vous voulez qu'on poursuive la semaine prochaine? Moi, la semaine prochaine, ça me va. Parce que N'importe, n'importe. La dernière partie de ton cours dure encore 1 heure ou 2, il vaut mieux reporter. ouais, parce que je me dis, il y en a certainement, vu qu'on a bien avancé. Alors, la prochaine partie du cours, en fait, ce sera sur, on fera les prosobranches et les opistobranches. Et dans les opistobranches, je sais que vous les attendez avec impatience. En fait, il y a toutes nos petites limaces de mer. Voilà. Et la différence entre prosobranches et opistobranches, c'est simplement que chez les prosobranches, les branchies et l'anus sont situés avant le cœur et les opistobranches, c'est situé après le cœur parce que vous avez une torsion du corps. Donc voilà. Et il y aura les céphalopodes.
On peut faire ça la semaine prochaine, c'est ça? Oui, si vous, ça vous va, Oui, moi, ça me parce que je me parfait dis, pour moi. parce que La semaine ce que prochaine. je Oui, me c'est dis, bien. il y a eu quand même pas mal d'informations. Euh, on a passé quand même pas loin de 2 heures, mine de rien. Oui, tout à fait. Mm. Et donc, oui. Et je pense que comme enfin, je suis bavarde, donc on va passer du temps sur les limaces de mer, et puis surtout il y aura plein de choses que vous allez vouloir enfin, dire ou échanger. Bon, bah, Mm. c'est pas grave, hein. Les mollusques qu'on devait faire en 1h30, finalement, on va les faire en presque 6 heures. Ouais. Mais c'est l'un des groupes préférés des plongeurs. Et, Oui, et du coup, les nudibranches sont magnifiques, donc c'est ouais, normal. oui. Et puis, il y a plein de petites histoires à raconter. Et comme vous l'avez dit, bah, il y a aussi voilà, les histoires des Élysies qui captent les, les chloroplastes des végétaux, des algues, justement, pour les utiliser. Et puis, il y a plein d'autres petites histoires. Alors, on prendra quelques exemples, mais je suis en train de réaliser que, voilà, par sous-classe et puis par sous-groupe que j'ai, en fait, je dois avoir 2, 3 exemples. Donc oui, il y en a forcément pour plus d'1 heure. Je vois Marie-Jo qui rit à l'écran. J'ai aperçu juste un petit coin de tête et un regard qui riait. Un Oui, regard. Anne-Marie. Donc, avez-vous des questions? Non. Non. Je vais démarrer ma vidéo. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement.